Un très grand bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau point marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de J'aimerais, d'Emir Kazik, spécialiste de produits chez Carmignac. Bonjour J'aimerais. Bonjour Imen, bonjour à tous. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec l'évolution dans un premier temps des principaux indicateurs économiques. J'aimerais, qu'as-tu à nous dire pour cette semaine concernant justement cette évolution? Alors, la semaine dernière a été très chahutée pour l'ensemble des marchés financiers. Après la Fed, la semaine précédente, l'actualité a été très marquée par les fuites de gaz sur Nord Stream, le renforcement des tensions géopolitiques, la panique financière qui est liée au budget de l'Istrus en Grande-Bretagne, les incertitudes politiques relatives à la victoire de Giorgia Meloni en Italie. Donc, une actualité vraiment très chargée qui a plombé l'ensemble des classes d'actifs sans distinction et à commencer par les actions. Donc, en effet, les fortes hausses de taux et les craintes de récession qui ont pesé sur les marchés actions. Le mois de septembre se termine par une nouvelle semaine de baisse sur l'ensemble des grands indices mondiaux, comme l'indice MSCI Monde qui a reculé de près de 2,6% sur la semaine, ce qui a conduit une performance négative depuis le début de l'année de 27%. Et suite au fort mouvement sur le sterling et les taux britanniques, le FTSE s'est également replié davantage que les actions de la zone euro qui reculent de 1% sur la semaine. Par ailleurs, les mauvaises nouvelles, notamment en provenance de la Chine et des marchés asiatiques, conjuguées à des indicateurs inquiétants, ont alimenté un fort regain d'aversion au risque qui a pénalisé les actions émergentes qui sont repliées de 3% sur la semaine et 2,6% pour les marchés chinois. Maintenant, si on regarde côté taux, nous avons eu une forte vente sur les marchés obligataires mondiaux en raison de la crise sur les marchés de la dette souveraine au Royaume-Uni. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ma collègue Axel Pilon vous a expliqué la semaine précédente, les marchés obligataires et monétaires britanniques ont été vraiment secoués par l'annonce de nouvelles réductions d'impôts qui étaient non financiers par Liz Truss, qui vient de commencer au 10 Downing Street. Et ça a exacerbé vraiment les inquiétudes sur une reprise forte de l'inflation en Angleterre et également une crise de liquidité. Mercredi, la Banque d'Angleterre est donc intervenue en annonçant des opérations provisoires d'achat sur le gilt, donc les obligations d'État britanniques à long terme, afin d'éviter cette spirale vendeuse et le risque d'augmentation des taux longs causé par un manque de liquidité. Cette annonce a apporté un certain soulagement sur les marchés obligataires et a contribué dans une certaine mesure au bref redressement de la monnaie britannique après sa violente réaction. Donc, en conséquence, les rendements de bons de trésor américains ont également augmenté jusqu'à 3,9%, presque 4%, avant de rebaisser en fin de semaine. Les obligations de la zone euro sont également restées sous pression. Plusieurs responsables de la Banque centrale européenne ont signalé qu'ils soutiendraient une hausse de taux de 75 points de base en octobre, avec les inquiétudes qui concernent l'inflation qui persistent. Maintenant, si on regarde sur les marchés de change, la semaine a été également très, très agitée, à commencer bien sûr par la livre sterling qui s'est fortement dépréciée en début de semaine pour toucher un plus bas historique face au dollar avant de se reprendre dans la foulée des annonces de la Banque d'Angleterre. Et de son côté, la parité euro-dollar, après avoir touché un plus bas, s'est quelque peu reprise en fin de semaine avec un rebond, un léger rebond de 1,2% sur la semaine. Maintenant, si on regarde côté de l'or et le pétrole, ils ont également légèrement rebondi sur la semaine. L'or a bénéficié de son statut de valeur refuge dans cet environnement d'aversion au risque, et le pétrole qui a bénéficié en fait de l'annonce d'une prochaine coupe de production, donc du cartel de l'OPEP, qui vont se réunir en personne pour la première fois depuis le Covid. Et donc là, on s'attend à une coupe de production. C'est cette nouvelle qui a soutenu les cours du pétrole sur la semaine. Et donc pour la suite de cette présentation, à l'image des faits marquants de l'actualité de cette semaine qui était sur la politique, je vais me focaliser sur les aspects politiques et notamment dans les pays émergents et la Chine qui continueront à avoir un impact important sur les marchés. Allons-y. La minute pédagogique, dans un premier temps, j'aimerais va concerner l'impact du risque politique
dans une gestion émergente. Donc là, ici, il s'agit de voir quels sont les principaux facteurs influençant justement le sujet. Je te laisse en parler. Bien sûr. Alors, comme vous le savez, il y a 2 semaines, je vous avais parlé de l'importance de l'analyse macroéconomique et du risque pays dans une gestion émergente. Cette semaine, je souhaiterais vous parler plus de l'autre facteur qui est également très important, qui a une influence très importante, c'est la politique. En effet, les orientations politiques, toutes les décisions politiques ont un impact considérable, sur les fondamentaux macroéconomiques d'un pays et les tendances structurelles. Ça a un impact notamment sur la stabilité politique, l'indépendance, de la banque centrale et les politiques monétaires qui sont menées, l'endettement et la solidité fiscale et monétaire d'un pays en découlent, tout directement. Ça a également une influence sur, peut-être directe ou indirecte, sur le bon fonctionnement et le respect des institutions d'un pays et le climat des affaires. Heu, les décisions politiques peuvent créer, un environnement favorable ou moins favorable aux entreprises. Et donc pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple du Brésil. Vous savez, dimanche dernier, le 2 octobre, nous avons eu le premier tour des élections présidentielles, qui a beaucoup, été, dans l'actualité. C'est une élection cruciale vraiment pour l'avenir de cette jeune démocratie qu'est le Brésil, qui sort vraiment d'une période très compliquée marquée par une gestion difficile du Covid avec, les nombres de décès très importants, avec, également une récession économique et une augmentation de la pauvreté, de la famine qu'on a observé au cours des dernières années dans le pays. Donc lors de ce premier tour, l'ex-président de gauche, Lula, qui était le président, avant au Brésil de 2002 à 2010, s'est imposé avec 48 des suffrages contre 43 pour Bolsonaro, le candidat conservateur et le président sortant. Donc Lula, est arrivé en tête en premier tour, mais avec une marge bien plus faible que celle que lui prédisaient les sondages qui pensaient qu'il aurait une avance de 14 points. Donc ce premier tour de l'élection présidentielle n'ayant pas permis, de départager les 2 candidats, les Brésiliens seront de nouveau au retour, appelés aux urnes, le 30 octobre. Mais bien qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup d'incertitudes, qui persistent et le programme, heu, détaillé des 2 candidats n'est pas dévoilé. Ce résultat a toutefois été bien accueilli par, les marchés qui sont repartis à la hausse. Le Brésil s'est replié sur la semaine, mais rien que lundi, avant-hier, les marchés ont rebondi de 7, car l'absence de majorité et la victoire au premier tour de Lula laisse sous-entendre que s'il gagne au second tour, il n'y aura pas de grand mandat populiste. Et Lula a également annoncé récemment qu'il souhaiterait pas répéter les erreurs du passé, notamment celles durant sa première présidence et sous la présidence d'un autre candidat de son parti, Dilma Rousseff. Et même si l'actualité était très occupée par les présidentielles, le 2 octobre, nous avons eu aussi, les élections législatives locales afin de renouveler, en fait, le Congrès. Donc les membres de la Chambre des députés, une partie des sénateurs et l'ensemble des gouverneurs et assemblées régionales du pays. Et donc en ce qui concerne le Congrès, nous avons eu beaucoup de candidats de centre droit qui ont été élus. Mais dans les régions où il n'y a pas eu de majorité, il y aura également un second tour. Donc il y a de fortes probabilités que même si Lula, il gagne au second tour, il n'aura pas de poids politique, pour être le seul, le la partie qui va être leader au Congrès pour pouvoir diriger seul le pays. Donc il devra composer probablement avec, les élus qui semblent pour le moment, être essentiellement du centre droit. Donc c'est pour cela qu'il s'est associé d'ailleurs avec Geraldo Alckmin, qui est le maire, centriste de Sao Paulo, pour occuper, la place de vice-président. C'est ce qui explique également la réaction positive des marchés, à premier abord. Donc cette période de l'entre-deux tours est marquée par ce manque de visibilité et de clarté politique qui reste vraiment pour nous et pour beaucoup d'investisseurs une source d'inquiétude. C'est quelque chose qui appelle vraiment à la prudence. Alors, si on quitte l'Amérique latine et qu'on va du côté de l'Asie, en particulier justement donc en Chine, on va s'intéresser pour le coup à ce qui s'est passé sur les marchés chinois ces derniers mois. Je te laisse la Tout à parole, fait. Gémerie.
Tout à fait. Alors maintenant, si on regarde, les facteurs politiques et le manque de visibilité politique ont également, eu un impact sur les marchés chinois qui ont beaucoup souffert cette année de ce manque de clarté. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a les marchés, chinois se sont repliés d'environ, 32 depuis le début de l'année et 3 rien que sur cette semaine. Donc ce repli s'explique en grande partie par 4 facteurs que vous pouvez également voir sur la partie droite de l'écran. Donc ces 4 facteurs, sont directement ou indirectement chacune liées à un manque une manque d'orientation politique. Tout d'abord, la crise sur le secteur immobilier avec un ralentissement. On a eu des mises en chantier et des ventes qui ont eu du mal à se rétablir malgré les mesures de soutien du gouvernement, puisque les développeurs immobiliers d'une part et les ménages d'autre part, n'ont pas confiance pour investir dans ce secteur. Autre élément qui ont pesé, sur les marchés, c'est la politique zéro Covid et les mesures de restriction, et de confinement très strictes, notamment en mars et en avril, qui ont entraîné un ralentissement économique et une fermeture en fait de l'économie chinoise, qui a eu un impact sur le commerce mondial de par la part très importante qu'occupe la Chine dans, les chaînes d'approvisionnement mondiales. Un autre élément, c'était les changements réglementaires avec l'annonce d'une série de mesures qui ont impacté les sociétés internet, les sociétés fintech, le secteur des jeux vidéo en ligne, l'éducation, la cybersécurité. Donc ces nouvelles annonces ont vraiment inquiété les marchés, hem plus globa même si nous, plus globalement, on pense que l'objectif du gouvernement chinois est de mettre en place une réglementation plus claire pour ces grandes entreprises en plaçant toutes ces nouvelles mesures sous le signe de la lutte contre les monopoles, l'égalité sociale. Et on pense vraiment que le but n'est pas de pénaliser les sociétés chinoises qui constituent un symbole de la réussite chinoise. Donc à long terme, heu, cette approche profitera probablement, au marché chinois en améliorant la gouvernance et la transparence. Mais à court terme, ce manque de clarté également a beaucoup inquiété les investisseurs car contrairement à d'autres pays, toute nouvelle réglementation et changement peut prendre des années pour entrer en vigueur. En Chine, cela se fait très rapidement, parfois même par une simple annonce et donc cela entraîne généralement une réaction violente des marchés. Mais après l'annonce, principale, le gouvernement apporte un peu plus de clarté et ajuste, sa politique et là on assiste à une stabilisation politique. Donc, on pense que, au cours donc des annonces qui apporteront un peu plus de visibilité sur le front aideront, également, les marchés chinois dans les mois qui viennent. Et enfin, bien sûr, comme vous savez, il y a eu les tensions géopolitiques, qui ont été également beaucoup source d'inquiétude, avec les relations, de la Chine avec ses voisins, Taïwan, Hong Kong, les États-Unis, seront également déterminants, pour l'avenir de la Chine. Donc une reprise des tensions et le manque de visibilité, ont également entraîné, des retraits, de beaucoup d'investisseurs des marchés chinois, heu, depuis le début de l'année. Donc Et politique, économie et performance des marchés sont très liés. alors du côté des annonces, comme tu l'as dit, ton message de la semaine, c'est effectivement que le congrès du Parti communiste, donc date la plus importante du calendrier politique chinois, va procurer aux investisseurs une certaine visibilité, à la fois effectivement sur les orientations économiques du gouvernement, mais également sur les thèmes d'investissement à privilégier au cours des prochaines années. C'est en fait vraiment ce rendez-vous clé à attendre, donc qu'est le congrès du Parti communiste en fait. Exactement. Donc, nous pensons que le 16 octobre, donc, dimanche, pas ce dimanche, mais le dimanche prochain, sera une date clé vraiment pour lever un certain nombre d'inquiétudes et pour avoir plus de visibilité sur la direction politique et économique que va prendre la Chine dans les années à venir. Pourquoi? Car donc il y a le 20e congrès du Parti communiste chinois. Il s'agit vraiment du calendrier politique le plus important, de l'année puisqu'elle fournira des indices vraiment sur la direction que va prendre le pays au cours des prochaines années. Comme on le sait, comme on vient de voir d'ailleurs à l'instant, la Chine est confrontée aujourd'hui à de nombreux problèmes et de manque de visibilité sur plein d'aspects politiques. On espère que, ces aspects seront vraiment, directement ou indirectement adressés lors de ce congrès et les annonces que nous allons voir lors du congrès et la continuité
des réformes que nous avons observées au cours des années précédentes sous la direction du Parti communiste, contrairement à ce qu'on peut voir avec l'instabilité politique et les réformes dans la plupart des pays européens ou aux États-Unis, procurent aux investisseurs chinois, aux investisseurs de long terme, comme nous, une bonne visibilité sur les prochaines années, et ça constitue en quelque sorte un guide concernant les thèmes d'investissement à privilégier au sein de nos allocations. Ici, en fait, on voit effectivement quelques pistes que vous explorez sur justement les attentes que l'on pourrait avoir en fait au niveau justement de ce rendez-vous. Tout à fait. Alors, et les enjeux de ce congrès sont vraiment très importants. Tout d'abord sur, l'aspect politique. Nous allons voir si le président Xi Jinping obtiendra son 3e mandat, qui est inédit, à la tête du pays. Et ce congrès devrait également déboucher sur une recomposition du comité permanent du bureau politique qui détient la majorité du pouvoir en Chine, et c'est ce comité qui se chargera de définir et de mettre en place la politique économique, diplomatique, sécuritaire, sociale pour les 5 prochaines années et même au-delà. Donc, comme on a vu, c'est vraiment le timing de ce congrès est vraiment très, très important, parce que ça arrive à un moment où la Chine est confrontée à de nombreuses difficultés avec le ralentissement de la croissance, et également d'autres difficultés comme un chômage qui a fortement augmenté, notamment chez les jeunes, pour atteindre 20. Or, comme vous le savez, le Parti communiste tire vraiment sa principale légitimité de l'augmentation du pouvoir d'achat, et donc sur ce front aussi, la stratégie zéro Covid, qui est défendue vraiment par le président jusqu'à ce jour, est de plus en plus contestée par le grand public et également le milieu des affaires, qui s'alarme des menaces que font peser le confinement sur leur activité. Donc nous attendons vraiment à avoir un peu plus de clarté sur cette politique zéro Covid, assouplissement, maintien ou pas. Également sur l'aspect économique, même si sur l'aspect monétaire, à court terme, on peut avoir une pause dans la stratégie de détente de taux, car le yuan est sous pression vis-à-vis du dollar, c'est beaucoup déprécié. Mais à moyen terme, on pense qu'il y a de fortes probabilités qu'il y aura une poursuite d'une politique accommodante, et notamment en raison de la crise immobilière, donc pour un peu réduire la pression sur le secteur immobilier. Enfin, nous aurons également des indications et un peu plus de clarté sur les secteurs qui seront soutenus par le gouvernement chinois, les secteurs de l'avenir qui bénéficieront des financements importants. Donc, nous attendons à avoir notamment des annonces sur les énergies renouvelables, la transition énergétique, l'innovation médicale pour faire face au problème du vieillissement de la population, qui est de plus en plus important en Chine. Également sur les secteurs en ce qui concerne les nouvelles infrastructures et les nouvelles technologies, l'innovation technologique étant très importante, un secteur clé pour la Chine pour gagner son indépendance technologique vis-à-vis des États-Unis, et développer les technologies qui sont clés pour son développement futur. Donc autant de domaines qui nous apporteront, on espère, des clartés, et constituera un guide pour les investisseurs de long terme comme nous, pour vraiment faire nos choix d'allocation pour les mois et les années à venir. Très belle transition. Les choix d'allocation, passons justement donc aux idées d'allocation pour le coup. Donc les idées d'allocation, notamment côté Chine en fait, hein, transition énergétique, amélioration du niveau de vie et santé et innovation médicale. Tout à fait. Donc, pour les idées d'allocation, pour illustrer, j'ai choisi encore le fonds Carmignac Émergent, qui est notre fonds phare Action globale émergente, qui investit donc dans l'ensemble des pays émergents. Là, à l'écran, on voit nos investissements essentiellement en Chine, comme on vient d'en parler. Donc, nous essayons vraiment de nous positionner dans le cadre de ce fonds sur les segments des marchés des actions qui bénéficieront
des projets de long terme, donc la prospérité commune, l'évolution verte de la Chine. C'est pour cela, par exemple, qu'on a 3 thématiques, on a mis en avant 3 thèmes d'investissement, qui sont majoritaires au sein de nos allocations, aujourd'hui. On a donc notamment la transition énergétique avec des sociétés comme Sungrow, qui est le fabricant, leader dans les onduleurs solaires, donc qui entend, la composition des panneaux solaires. Également, dans le domaine de la consommation, on est investi dans des sociétés, de consommation discrétionnaire, également des sociétés internet, ou de vente flash comme, VIP, VIP Shop qui est la vente privée chinoise, et également sur la santé et l'innovation médicale, on a des positions sur Wuxi Biologique qui est le laboratoire de recherche en biotechnologie, un des plus grands dans le monde. Donc, nous sommes confiants de ce positionnement, et puis nous allons voir si à la suite de l'annonce du congrès, il faudra, on aura peut-être de nouvelles thèmes d'investissement qui vont découler, et ça serait l'occasion pour nous de confirmer ou d'ajuster, de faire des ajustements au sein de notre allocation. Alors, on voit ici la corrélation étroite entre les objectifs de développement durable des Nations Unies et effectivement donc les sociétés donc, dans lesquelles le portefeuille est investi. Donc du coup, on voit le lien entre financement et durabilité. La finance durable dont on parle énormément en ce moment, ça existe, ça peut exister également du côté des émergents et de la Chine. Du coup, on va passer à présent aux questions et on a quelques-unes. Donc voilà, j'aimerais peut-être la première question sur effectivement les thématiques d'investissement concernant la Chine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pressentez? Alors, on a vu effectivement les pistes que vous explorez en fait concernant le rendez-vous de ce week-end. Est-ce que pour autant, effectivement, il y a des thématiques d'investissement que vous pressentez en fait arriver en fait et sur lesquelles vous êtes au taquet entre guillemets justement pour vous positionner dessus en fait? Alors, les nouveaux thèmes d'investissement, alors aujourd'hui, nous, on pense qu'il y aura beaucoup d'annonces sur la partie, transition énergétique, donc énergie renouvelable. On s'attend à vraiment des annonces très fortes dessus. Donc, c'est vrai que, en attendant donc, les annonces, on a essayé, on regarde de près donc c'est les sociétés de renouvelables en Chine. Ça peut être un domaine, qu'on peut renforcer, dans les jours qui viennent. Un autre domaine qui, alors tout cela, ça dépendra bien sûr des annonces en ce qui concerne la réouverture de l'économie et l'assouplissement de la politique zéro Covid. Si en effet, il y a un assouplissement, des restrictions, on peut également, se positionner un peu plus sur des sociétés de consommation qui bénéficieront d'un regain de dynamisme de l'économie, et peut-être, pourquoi pas, de nouvelles idées d'investissement en ce qui concerne, le tourisme, l'hôtellerie. Ça peut être des nouveaux termes d'investissement, mais tout dépendra bien sûr du discours. La transition énergétique pour nous, c'est sûr. Pour tout ce qui est tourisme et lié à la réouverture de l'économie, ça restera à voir parce que c'est très difficile à l'heure actuelle de savoir s'il y aura, dans quel sens iront les annonces en ce qui concerne la politique zéro Covid. OK. J'aimerais une autre question. On s'est focalisé sur, du coup, le fonds Carmignac émergent existant donc à la fois sur la plateforme, donc en bourse, donc directement accessible sur easybourse.com, mais également dans notre offre assurance vie. Du coup, on a parlé du Brésil et on a parlé de la Chine. Première question sur ces 2 pays déjà, en fait. Qu'est-ce que ces 2 pays représentent à l'intérieur justement du portefeuille Carmignac émergent aujourd'hui, en termes de pondération notamment? Et quel est votre horizon d'investissement, en fait, en règle générale, alors sur ces 2 pays éventuellement, ou en règle générale sur Carmignac émergent? Et l'autre question, du coup, sous-jacente, quelles autres grandes zones géographiques éventuellement aujourd'hui sont dans votre radar, hormis effectivement le Brésil et la Chine? Très bonne question. Alors, pour répondre, tout d'abord sur l'horizon d'investissement. On a un horizon d'investissement qui est relativement long, 3 à 5 ans. On essaye d'avoir des idées d'investissement qu'on garde en moyenne en portefeuille
3-4 ans. Donc l'horizon d'investissement, c'est vraiment moyen-long terme. En ce qui concerne le Brésil, donc aujourd'hui, on a environ 11% investi dans ce pays, pondération qui a beaucoup augmenté depuis le début de l'année. On est aujourd'hui, on est légèrement surpondéré vis-à-vis de notre indicateur de référence, mais on est content avec le positionnement actuel parce qu'on pense que même si voilà, l'incertitude d'entre deux tours et politique demeure, nous, on est positionné sur des sociétés qui sont pour nous une thèse d'investissement et qui sont au sein des secteurs de croissance séculaire qui auront une forte croissance et qui ont de bonnes chances de bien performer dans les mois à venir, quoi qu'il arrive aux élections brésiliennes. Donc, on est positionné sur une société de santé. On est positionné également sur une société qui fournit, qui construit des lignes à haute tension, donc qui aide en fait à développer des infrastructures énergétiques pour le pays, pour résoudre le problème d'électricité parce que le Brésil est un pays où il y a beaucoup de coupures d'électricité. Donc voilà, donc nous on est positionné sur des sociétés de long terme et on a 11% investi aujourd'hui au Brésil. En ce qui concerne la Chine, on a environ 36% investi aujourd'hui. Pondération qui a beaucoup évolué sur l'année. On avait un peu plus et on a un peu réduit après le fort rebond qu'on a eu cet été. Donc aujourd'hui, on est investi à hauteur de 36%, qui est une légère pondération vis-à-vis l'indicateur de référence. Et les autres, dernière question, les autres pays que nous privilégions au sein de notre allocation, il y a la Corée. La Corée du Sud, c'est un pays qu'on aime bien, malgré le fait qu'à court terme, c'est un pays qui va être impacté par le ralentissement économique mondial étant un pays cyclique, mais nous sommes positionnés sur les leaders de la technologie comme Samsung Electronics ou LG Chem, qui est le principal producteur des batteries des véhicules électriques. Donc, ce sont vraiment des idées d'investissement de long terme qui présentent des très fortes perspectives de croissance à long terme, donc sur notre horizon d'investissement, et qui présentent aujourd'hui des valorisations complètement déconnectées des fondamentaux. Donc, la Corée du Sud constitue un pays qu'on aime bien. Et enfin, on aime bien, même si dans une moindre mesure, le Mexique. On a les investissements au Mexique parce que le Mexique, c'est également un pays qui bénéficie donc du dynamisme de la région d'Amérique latine et donc qui est en quelque sorte un gagnant des tensions géopolitiques actuelles parce que le Mexique bénéficie du retour des investissements des Américains qui veulent relocaliser leur production pour quitter la Chine et pour l'orienter de plus en plus vers le Mexique. Donc, c'est un pays où il n'y a pas des élections. Donc, côté politique, il y a une stabilité. Donc, c'est un pays qu'on aime bien aussi dans notre allocation. Je disais qu'on avait une dernière question d'ordre matériel de Denis. Et je remercie énormément Denis de me la poser. La question, c'est comment revoir ce webinaire? Comment avoir accès au replay des webinaires, justement, donc en fait, et notamment du point avec Armignac. Et là, ça me permet de vous montrer où effectivement, où retrouver le webinaire. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, et sur mon écran, alors tout simplement, je vais aller sur donc YouTube, en fait, YouTube Easy Bourse. Donc voilà. Et tout simplement, en tapant YouTube Easy Bourse, on remet ici justement donc la chaîne YouTube et vous avez la possibilité de revoir l'ensemble des replays. Donc là, le replay de J'aimerais, donc d'aujourd'hui avec J'aimerais, on va le mettre là dans la foulée. Donc vous l'aurez dès cet après-midi. Vous avez la possibilité de le voir ici. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de voir dans l'ensemble juste des vidéos avec Armignac. Donc voilà, donc du coup, voilà, ici par exemple, vous avez la possibilité de voir, voilà, donc n'hésitez pas, donc il y a aussi une playlist ici justement donc consacrée à Carmignac, et il y a une page également Easy Bourse qui justement donc va vous être proposée également autour de Carmignac. Donc voilà, donc en tapant tout simplement Easy Bourse YouTube en fait, et en allant sur la page d'accueil, notamment dans la page vidéo, vous avez la dernière vidéo en date, et
En fait, justement, c'est comme ça que vous allez, en tout cas, avoir celle de cet après-midi, en attendant qu'elle soit intégrée dans la police, justement, de Carmignac, et qu'elle soit intégrée dans la page également média, donc sur le site internet d'Easy Bourse, qui va être consacré également, en fait, à Carmignac. Voilà, donc effectivement, donc on fait en sorte que ce webinaire soit déjà interactif, donc qui vous donne la possibilité de poser vos propres questions, et on s'efforce également de vous mettre à disposition les replays. Donc merci beaucoup Denis, vous n'êtes pas le premier éventuellement en plus à nous poser la question. On s'efforce justement de monter en puissance côté transparence, et donc voilà, donc du coup dès cet après-midi, vous aurez la possibilité de voir la belle J'aimerais dans justement donc le replay qui vous sera proposé cet après-midi. Encore une fois, merci J'aimerais, merci énormément. Merci à tous également, tous les participants. Et je vous donne rendez-vous même jour, même heure la semaine prochaine. Au revoir tout le monde et Merci. bonne fin de semaine. Merci.